Exactement. Je cherche au CNRS, au Laboratoire national des champs magnétiques, des champs magnétiques intenses à Toulouse. Donc Cyril est un expérimentateur. Il a eu la médaille de bronze en 2007 pour ses travaux et le développement où il a largement contribué au développement des champs magnétiques pulsés en France, où il exerce dans le domaine, son domaine d'expertise préféré des matériaux quantiques et notamment des supraconducteurs à haute température critique. Il a aussi un attrait et beaucoup développé les collaborations internationales avec notamment le Canada où il a fondé, je crois que tu as débuté avec le laboratoire international LIA, donc Sherbrooke, qui est devenu là l'IRL, donc un vrai un laboratoire international, frontière quantique, dont tu diras peut-être un petit mot. Voilà, donc bienvenue et merci à toi. Merci Louine. Bonjour à tous. Très heureux d'être parmi vous, de retour. Moi, ça faisait un moment que j'étais pas venu au LPS. Je n'avais pas vu le nouveau laboratoire, enfin, depuis la réflexion et le nouveau réagencement. Là, je suis très impressionné par la visite que je fais depuis hier et très content d'être ici. Donc, merci Edwin pour l'introduction. J'ai rien de plus à rajouter. On m'a demandé de faire un séminaire général autour des champs magnétiques intenses. Donc, évidemment, je peux pas tout couvrir, même je vais pas du tout. Je vais rester plutôt dans les choses, dans les domaines que je connais. Parce que au départ, j'étais parti pour faire des choses un peu larges, mais je pense que ça aurait été trop. Mais c'est surtout, je vais essayer de vous faire passer le message, ou essayer de vous montrer ce qu'on est capable de faire avec des champs intenses qui vous donneront peut-être des idées et pour nous contacter et venir faire des manips chez nous, que ce soit à Toulouse ou à Grenoble. Mais avant de vous parler de mon labo à Toulouse, je vais vous parler de mon deuxième laboratoire, en fait, auquel j'appartenais encore il y a quelques jours, parce que je reviens d'un long séjour à Sherbrooke. Donc, on a créé, suite donc, au LIA, comme l'a mentionné Edwin, donc un IRL, qui est un laboratoire international, une structure du CNRS, donc entre le CNRS, donc plusieurs laboratoires en France, une dizaine, et l'Université de Sherbrooke. Donc, ce laboratoire, le directeur est Louis Taillefer. Ce laboratoire est basé à Sherbrooke. Il est sans mur, mais basé à Sherbrooke. Donc, je suis le co-directeur, on va dire le directeur côté français de ce laboratoire. On a un bureau exécutif constitué donc de nous deux, mais également donc de Marco Aprilli et de Mathieu Roanne, où en fait on prend toutes les décisions. On a des meetings assez régulièrement. Et évidemment, les personnes les plus importantes sont les personnels de soutien, notamment Sophie Turlet qui est ici au LPS et Dominique Parizet du côté de l'Université de Sherbrooke qui nous aide énormément dans tout ce qui est administratif, organisation de conférences, etc. Donc ce laboratoire a deux gros axes de recherche qui sont autour des matériaux quantiques et des circuits info dispositifs quantiques, un peu de technologie quantique. Et l'idée, c'est de faire collaborer les gens en France avec les chercheurs à Sherbrooke. Donc il y a un long historique côté LPS parce qu'en fait le LIA est né des fructueuses collaborations qu'a eu le laboratoire, le LPS, avec l'Université de Sherbrooke il y a déjà plus de 40 ans. Donc le LPS est vraiment un partenaire majeur dans ce laboratoire. Et donc, comme je le disais, l'objectif, c'est vraiment de faciliter la collaboration, d'essayer de faire en sorte que voilà, les gens travaillent ensemble entre Sherbrooke et la France. Et ça, on a plusieurs outils pour faire ça. Et notamment, donc, on a l'IRL permet d'avoir des postes d'expatriés. Donc, moi, je suis parti sur deux séjours sur un total de 18 mois à Sherbrooke. Mehdi Ferrier, que vous connaissez tous, j'imagine ici, est parti donc après avoir une délégation, est parti pendant un an là-bas. Et en ce moment, donc, je fais un peu de publicité parce que le poste est à pourvoir. Donc, si quelqu'un est intéressé de collaborer, de partir sur un long séjour. Donc, ce qu'on appelle long séjour, c'est typiquement au-delà de 6 mois. Mais si avant de partir sur des longs séjours, vous avez d'abord envie de venir découvrir Sherbrooke et de voir comment ça se passe, on finance aussi entièrement, on couvre tous les frais pour des courts séjours de quelques semaines à 1 ou 2 mois, sans aucun problème. Donc le nerf de la guerre pour nous, pour les collaborations, c'est vraiment les étudiants.
et on essaye d'avoir le plus possible de promouvoir ce qu'on appelle des co-tutelles. Alors je sais que c'est pas facile avec Paris-Saclay, mais ça se fait, hein. Il y a deux co-tutelles en cours ici au LPS, entre le LPS et Sherbrooke. Euh, Moi, personnellement, j'en ai deux. L'une avec Bertrand Rollet et l'autre avec Louis Taillefer, hein, qui sont donc deux collègues avec qui je collabore sur des sujets différents. Mais c'est ce qu'on essaye de promouvoir. Donc, l'IRL a permis d'obtenir des bourses de thèse aussi. On en a eu quatre jusqu'à maintenant. Il y en a trois qui ont bénéficié au LPS. Et ça, c'est quand même un signe que le CNRS nous soutient fortement. Et voilà, n'hésitez pas à répondre aux appels lorsqu'on envoie des messages, ou de venir me voir, de nous contacter si vous voulez, si vous êtes intéressé, vous ne faites pas encore partie, je dirais, du club. On est ouvert à toute nouvelle collaboration avec Sherbrooke. On a déjà fait il y a pas mal de monde qui sont venus nous rejoindre. Il suffit de montrer un intérêt et une collaboration avec un des professeurs à Sherbrooke dans une de ces thématiques, dans un de ces actes de recherche, et il y a aucun problème pour être inclus dans cette IRL. Donc, l'IRL a aussi permis à des stagiaires niveau M1, M2 de faire leur stage à Sherbrooke. Et il y a eu une vingtaine de Français, ça a connu un gros succès, une vingtaine de Français en 2 ans qui ont fait un stage M2, qui ont donné lieu à des thèses, aussi bien à Sherbrooke qu'en co-tutelle ou en France. Donc voilà, c'est pas exclusivement des thèses des étudiants qui restent après à Sherbrooke. Donc là, on a un projet parce qu'on s'est rendu compte que voilà, le flux était plutôt de la France vers le Canada, vers le Québec. Donc, on essaye de promouvoir un flux inverse et on va tenter donc des projets d'étudiants à la maîtrise. Donc là, la maîtrise, c'est typiquement 2 ans avant le doctorat pour des étudiants canadiens qui viennent faire des stages longue durée en France. Et finalement, donc évidemment, l'IRL permet d'organiser des colloques. On a de l'argent pour ça. On en a organisé plusieurs. Le dernier a eu lieu à Jouvence il y a 2 semaines, 2, 3 semaines. On a de l'argent et typiquement tous les frais sont payés. Donc jusqu'à maintenant, on a organisé une école en 2022 à Jouvence, près de Sherbrooke, deux colloques, un à Paris en 2023, organisé par Marco et Sophie. Donc le dernier, il n'y a pas très longtemps à Jouvence. Et voilà, je fais un peu de publicité, surtout pour les étudiants. Donc l'année prochaine, il y a une école d'été qui sera organisée à Cargèse. Donc on a déposé un dossier qui a été accepté. Donc du 10 au 20 juin 2025, on va diffuser des annonces d'ici peu de temps. Tous les orateurs qui sont ici ont confirmé. Donc on a une belle liste voilà, d'orateurs qui seront là. Et donc, c'est une frontière, on l'a appelée Quantum Frontier School, une école à la frontière quantique. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir à la fois des matériaux et de l'information circuit quantique pendant cette école. Voilà pour l'IRL. Si, n'hésitez pas à m'arrêter pendant mon exposé pour me poser des questions, il y a aucun problème. Donc, à partir de maintenant, en plus, mes transparences sont en anglais. Et je vais continuer à parler en français, mais je suis prêt à écouter et à répondre en anglais si besoin, il n'y a pas de problème. Donc, mon deuxième laboratoire, c'est le LNSAMI, Laboratoire national donc, des champs magnétiques intenses, qui est basé sur 2 sites. L'un à Grenoble qui fait des champs statiques. Donc aujourd'hui, typiquement, ils montent jusqu'à 37, peut-être 38 Tesla. Donc ils ont upgradé leur générateur et leur transformateur et générateur. Et il y a un projet donc, qui date depuis pas mal de temps, qui est en cours, mais qui doit être testé cette année, donc d'hybride, c'est-à-dire une bobine Supra, à l'intérieur de laquelle il y a une bobine résistive. Et ils visent dans un premier temps 43 Tesla avec un upgrade jusqu'à 45 Tesla. Donc ça, on espère que ça va marcher d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est champ statique. À Toulouse, on est spécialiste de champs pulsés. Donc là, nous, ce qu'on a, c'est un banc de condensateurs que l'on charge et que l'on décharge rapidement donc, dans une bobine. Et on peut faire, donc, comme vous le voyez, des champs jusqu'à pratiquement 100 Tesla. Donc aujourd'hui, la routine, c'est plutôt autour de 88 Tesla. La bobine 100 Tesla n'est pas opérationnelle en ce moment, mais on fait voilà, des mesures de routine jusqu'à 88 Tesla. Et vous voyez que c'est des impulsions voilà, où on utilise différents types de bobines. C'est des bobines imbriquées les unes dans les autres. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi après. Les ingénieurs ont développé cette technique-là pour pouvoir monter plus haut en champ.
Mais typiquement, donc, on a toute une série de bobines qui montent donc 60, 70, là c'était 80. Et donc typiquement, on a une bobine 90 en coil-in, coil-ex qui est opérationnelle pour les users. Bien entendu, à chaque fois que le champ monte, le diamètre interne de la bobine diminue. Et il y a de moins en moins de place pour mettre un échantillon, mais on arrive quand même à mettre plusieurs échantillons, même dans la bobine 90 Tesla. Donc notre laboratoire fait partie de ce qu'on appelle l'EMFL, European Magnetic Field Laboratory, donc qui regroupe également les laboratoires de Nimeg, qui fait aussi des champs statiques, et de Dresde, qui fait des champs pulsés. Et donc il y a un consortium qui nous permet notamment, donc il y a des projets européens qui sont là pour financer un peu de personnel, surtout donc des échanges techniques, mais aussi par le biais duquel vous pouvez déposer les proposals 2 fois par an pour pouvoir venir faire des expériences. Donc, et dans cette IMFL, donc, il y a également des partenaires qui se sont joints à nous, qui sont donc l'Angleterre, enfin, les États, oui, l'Angleterre, la Pologne, et puis le CEA est également partenaire depuis. Donc, en plus de notre laboratoire sur site, il y a la possibilité de faire des mesures à la fois de diffraction de neutrons à l'ILL et de rayons X à l'ESRF en déplaçant une installation de champ pulsé. Donc ça, c'est Fabienne Duc au laboratoire qui est responsable de ce projet-là. Si ça vous intéresse, voilà, j'ai mis son mail pour la contacter. Mais elle organise régulièrement des campagnes de mesures pour aller faire des mesures à la fois à l'ILL et à l'ESRF. Donc on a un générateur transportable avec des bobines dédiées qui vont sur site et puis qui reviennent après. Alors, comment est-ce qu'on fait un champ magnétique? Bon, ben ça, je pense que vous savez tous comment on fait ça, hein. Il n'y a pas besoin de faire de physique quantique, c'est de l'électromagnétisme. On prend un enroulement et de spire, donc typiquement du cuivre, et on traverse cet enroulement d'un courant assez fort, suffisamment fort pour créer un champ fort. Donc, quand on commence à faire des champs magnétiques intenses, donc on fait face à 2 problèmes majeurs qui sont le chauffage. Il y a la puissance par effet Joule dissipée, qui est typiquement donc, proportionnelle à B carré. Et ça, donc, pour pallier à ce problème-là, donc, soit on utilise des bobines supra, mais ça jusqu'à un certain champ, on est limité à un certain champ, typiquement, jusqu'au champ critique. Soit on refroidit à l'eau, comme c'est le cas à Grenoble. Donc à Grenoble, ils mettent un courant continu et pour pallier à la puissance dissipée par effet Joule, donc ils refroidissent la bobine avec un flux d'eau assez important. Et à Toulouse, eh ben, on a le champ pulsé qui nous permet en fait de faire un pulse suffisamment rapide pour pas trop chauffer la bobine. Donc on part de l'azote, la bobine est immergée dans l'azote avant le tir et on s'arrange pour que après le tir, elle ne dépasse pas la température ambiante. Donc le prix à payer, c'est qu'on a typiquement 1 heure, ça dépend des bobines, jusqu'à 2 heures d'attente avant que la bobine revienne à l'azote. Le deuxième problème, évidemment, c'est que bah, quand on fait des champs intenses, il y a des forces de Lorentz. Donc, on a un courant, un champ magnétique qui va créer une force qui a tendance à vouloir faire exploser la bobine. Donc là, je vous montre un petit exemple sur des petits prototypes où donc, on a mis, voilà, c'est vraiment juste quelques spires pour montrer en mettant 9 kg, donc il n'y a aucune déformation. À 10 kA, on commence à avoir une déformation bah, qui est la force est maximum là au niveau radial. Et à 11 kg, bah, ça a explosé. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc aujourd'hui, c'est des choses qu'on maîtrise, qu'on sait voir arriver. Mais typiquement, chez nous, une bobine, c'est inconsommable. Donc au bout d'un moment, on sait qu'elle a fait un certain nombre de tirs. On a des indicateurs pour nous dire, oups là, ça y est, celle-là risque de péter, on s'arrête avant, on la change, on repart sur quelque chose de neuf. Donc pour pouvoir pallier à ça, donc il y a toute une recherche, hein, une recherche et développement autour de conducteurs renforcés, les plus forts possibles, mais qui ont des résistivités suffisamment faibles pour pouvoir faire des champs magnétiques intenses. Et on fait du renforcement mécanique. Et c'est la raison aussi pour laquelle les ingénieurs se sont maintenant dirigés vers des bobines, enfin des systèmes multi-bobines, parce que du coup, on met moins de courant, donc il y a moins de force sur chaque bobine. C'est ce qui nous permet de monter plus haut. Voilà, alors quelques ordres de grandeur. Dans le cerveau, on a des champs de l'ordre de 10-15 Tesla. Dans l'espace, c'est autour de 10-6. Le champ terrestre, vous le savez, c'est 10-4.
Les aimants permanents qu'on a sur nos ports sur nos frigos, c'est autour de 0,1. Ça peut monter jusqu'à 1 Tesla pour les aimants permanents à base de néodyme. Les électroaimants, c'est entre 1 et 10. Donc les bobines OLCMI, c'est typiquement non explosif, c'est entre 10 et 100. Donc on a un système dit semi-explosif qu'on appelle Megagauss qui lui monte au-delà de 150 Tesla jusqu'à 300 Tesla. Et évidemment, le record, c'est dans les étoiles à neutrons, où on peut avoir des champs énormes de l'ordre de 10 puissance 9 Tesla. Voilà, juste une petite liste, je ne vais pas passer à travers, mais il y a eu un peu plus que 15 prix Nobel qui ont été décernés et liés directement ou indirectement au champ magnétique, hein. C'est quand même un secteur de la matière condensée qui est assez florissant. Et notamment, là, j'ai mis en rouge donc les trois prix qui ont été décernés suite à des découvertes, notamment de l'effet Hall quantique à Grenoble, l'effet Hall quantique fractionnaire à Tallahassee, et puis tout ce qui est graphène du côté de Nimeg. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais commencer à faire un petit peu de science et vous poser la question, donc à quoi ça sert des champs magnétiques? Qu'est-ce qu'on en fait? Et j'ai décidé de diviser ça en trois parties. Donc, une première autour on va utiliser les champs magnétiques pour essayer de faire des mesures, des manips, monter des manips avec la sensibilité la meilleure possible pour pouvoir aller voir des effets nouveaux qu'on n'est pas capable de voir si on ne monte pas suffisamment fort champ et qu'on n'a pas la sensibilité. Et là, je vais faire un exemple autour de la fermiologie et de ce qu'on appelle les oscillations quantiques. Deuxième partie sera plus, on va utiliser le champ pour révéler, pour induire des nouveaux états de la matière. Et je vais notamment parler un petit peu de ce nouveau composé uranium tellure 2 qui excite beaucoup la communauté internationale dans le domaine des fermions lourds. Et je finirai par le champ magnétique. Ça peut aussi servir à restaurer l'état normal des supraconducteurs. Et ça, c'est plus voilà, ma tasse de thé, mon domaine de recherche. Et je vais vous parler d'un exemple dans les cuprates de ce qu'on a pu faire ces dernières années. Mais voilà, d'un point de vue des supraconducteurs, ça nous permet aussi d'aller mesurer les champs critiques et puis d'aller mettre en évidence des ordres en compétition avec la supraconductivité qu'on ne serait pas capable de voir si on ne supprimait pas le champ magnétique et si on ne supprimait pas la phase supraconductrice. Allez, un petit rappel, puisque c'est un séminaire général d'oscillation quantique, surtout pour les jeunes. Donc, d'où ça vient? C'est une conséquence directe donc, de la quantification au niveau de l'endos des électrons sous champ magnétique. Donc là, je fais un truc vraiment tout simple. Je me place dans un cas 3D, un gaz électron libre. J'applique un champ magnétique suivant Z. Ma relation énergétique donc, de dispersion donc, est modifiée sous champ magnétique. Donc, j'ai toujours un mouvement libre suivant l'axe du champ magnétique, suivant Z, mais mon mouvement est quantifié dans le plan perpendiculaire au champ magnétique et on a un oscillateur harmonique. Et une façon de voir les choses à 3D, si donc j'ai une surface de Fermi comme ça sphérique, sous champ magnétique, donc je vais me mettre à créer donc des tubes, ce qu'on appelle des tubes de Landau. Ces tubes sont séparés d'une distance donc h bar oméga c, où oméga c est proportionnel au champ magnétique. Donc l'écart entre mes niveaux de Landau va augmenter au fur et à mesure que j'augmente mon champ magnétique. Et à chaque fois que j'ai un niveau de Landau qui va se décrocher du niveau de Fermi, j'ai une oscillation dans ma densité d'état. Et si ma densité d'état oscille, j'ai toutes mes grandeurs physiques que je suis capable de mesurer si j'ai la sensibilité de le faire qui oscille. Et ce qui est remarquable dans cet effet, c'est que la fréquence d'oscillation, donc c'est des oscillations qui sont périodiques comme l'inverse du champ magnétique, donc du coup la fréquence va être exprimée en Tesla, et la fréquence d'oscillation est directement proportionnelle à l'aire extrémale de la surface de Fermi perpendiculaire au champ magnétique. Donc en gros, je vais aller mesurer cette aire qui est compris là dans ce cercle. Et à 2D, évidemment, quand il n'y a pas de dispersion suivant Z, c'est directement proportionnel d'après le théorème de Luttinger à la densité de porteur. Donc, donc ça, voilà, c'est quelque chose qui est assez couramment utilisé, assez puissant, de pouvoir aller mesurer directement la surface de Fermi donc, en observant des oscillations quantiques. Donc, c'est un phénomène, donc, comme le nom l'indique, quantique, c'est-à-dire que euh, lorsque l'on augmente la température, ça augmente la largeur des niveaux d'énergie. Et donc, du coup, lorsque h bar oméga c devient plus grand que, pardon, lorsque
H bar oméga C est plus petit que KBT, donc lorsque l'on augmente la température, les niveaux de Fermi deviennent un continuum, on ne voit plus l'effet quantique, et les oscillations quantiques disparaissent. Et par analogie, il se passe la même chose avec le désordre. Le désordre va élargir les niveaux d'énergie. Donc là, je parle de désordre plutôt élastique. Élargir les niveaux d'énergie. Et si les composés ne sont pas suffisamment propres, bah, c'est pareil. Mes niveaux de Landau vont devenir un continuum et je vais plus voir passer mes niveaux de Landau à travers mon niveau de Fermi. Donc mon effet va disparaître. Donc ça euh, manifeste par cette expression-là qu'on appelle donc la formule de Lifshitz-Koszewicz. Donc il vous dit que la partie oscillatoire de la quantité physique que je mesure, donc ici par exemple la résistance ou l'aimantation, donc est proportionnelle donc à un sinus périodique comme l'inverse du champ magnétique, comme je vous l'ai dit, donc la fréquence qui est exprimée ici, avec deux facteurs donc d'amortissement qui traduisent simplement le fait que lorsque j'augmente la température ou le désordre, mes oscillations vont disparaître. Donc, ce facteur RT va me permettre d'aller mesurer en fait la masse effective des porteurs. Ça, c'est encore une mesure directe et qui rend la sonde assez puissante. Et ça va me permettre d'aller mesurer le libre parcours moyen élastique des quasi-particules. Mais pour pouvoir observer ces oscillations, donc il faut que je sois à basse température et sur des échantillons propres. Donc rapidement, un petit peu d'histoire. C'est un effet qui est vieux, évidemment, qui a été découvert en 1930 par et ces trois physiciens, donc d'où le nom de effet de Haas van Alphen pour l'oscillation de l'alimentation et effet Chumnikov de Haas pour les oscillations de la magnétorésistance. Donc, est découvert dans le bismuth. Donc, on a découvert beaucoup d'effets, comme vous le savez, dans le bismuth, qui est un composé assez extraordinaire. Donc, c'est notamment ces électroaimants qui est exposé à Leiden, qui faisait une fraction de Tesla. Mais les gens qui ont vraiment, bon, donc ça a été les découvreurs, mais les gens qui ont vraiment travaillé dans le domaine, et je dirais ça a été le pionnier, ça a été David Schoenberg, qui a écrit un livre bon, remarquable qui est cité par tous les gens qui font des oscillations quantiques, hein, qui est vraiment la Bible des oscillations quantiques, et son ami qui était postdoc en même temps que lui à Cambridge à l'époque, qui est Landau, qui a beaucoup travaillé sur la théorie. Donc, à titre d'exemple, je vais vous parler de ce qu'on appelle le ruténate de strontium, de la famille des ruténates de strontium, même SR2 RuO4. Donc, ça, c'est des composés qui sont donc, structures tétragonales, structures similaires au cuprate, au OTC, à LSCO, où il y a des plans de ruténate et d'oxygène qui forment donc une structure de bande plus compliquée que dans les cuprates parce qu'en fait, il y a trois bandes. Il y a deux bandes d'électrons qu'on voit ici, là, qui sont symbolisées par le bêta et le gamma ici. Et il y a une poche de trou alpha ici. Donc, si vous avez suivi ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, on s'attend à voir trois fréquences d'oscillation assez rapide parce que l'air des surfaces, vous pouvez voir, en tout cas du bêta et du gamma, sont assez importantes par rapport à la première zone de Brémond. Et effectivement, c'est à peu près ce qu'on voit. Si on en voit même un peu plus que ça. Donc là, je vous montre un zoom donc d'une mesure d'aimantation où ce n'est pas du bruit, c'est juste un phénomène donc d'oscillation quantique qui contient plusieurs fréquences d'oscillation avec un battement. Donc lorsqu'on fait une transformée de Fourier de ce signal, évidemment, tracé comme l'inverse du champ magnétique. Ce qu'on observe, c'est donc une fréquence qui correspond à alpha et son harmonique, une fréquence qui correspond à bêta qui est doublée, je vais y revenir, et une fréquence gamma. Et là, donc, il suffit de mettre les chiffres de la fréquence en Tesla pour pouvoir avoir directement l'air extrémal de la surface de Fermi. Et on voit que les fréquences que l'on obtient mesurées sont très proches de celles qui sont calculées par les calculs de structure de en fait, des calculs plus raffinés prenant en compte l'interaction spin-orbite dans ce composé se rapprochent, voilà, est en excellent accord avec les fréquences trouvées dans ce composé. Donc, si on voit ici un battement, enfin, si on voit ici un double pic sur la fréquence bêta, ça tient simplement au fait que cette poche-là, bêta, est plus ce qu'on appelle warpée, excusez-moi, je n'ai plus le terme en français, donc, il y a un gondolement de la surface de Fermi qui est dû aux interactions transverses, qui fait que donc il y a un nec et un belly, et comme on voit les fréquences, les aires extrémales, on voit la petite et la grande fréquence. Et ça nous permet notamment d'avoir accès à la dispersion dans la direction C des composés quand on voit ce genre de phénomène-là.
Et comme vous pouvez le voir, ces oscillations quantiques sont aussi en excellent accord avec ce qui a été mesuré en ARPES à partir du moment où ils ont compris qu'il fallait cliver à basse température parce que sinon il y avait des états de surface et ils n'avaient pas du tout les mêmes résultats que les oscillations quantiques. Et pour finir avec cette petite voilà, histoire, donc il y a eu des mesures un peu plus poussées et raffinées. Là, vous pouvez voir donc un spectre pareil, donc d'aimantation à très basse température qui a été donc effectué dans un cristal. Donc la, le point positif avec ce composé-là, c'est qu'il peut être extrêmement propre avec des libres parcours moyens très longs. C'est pour ça qu'on voit si bien ces oscillations quantiques. Et là, ils ont vraiment poussé les mesures à l'extrême en faisant une dépendance angulaire de l'amplitude des oscillations à l'aide d'un modèle qui a permis de reconstruire en fait la surface de Fermi avec ses gondolements. Donc ça, c'est une vue d'artiste, c'est un peu exagéré évidemment, mais ils ont réussi donc en faisant ce type de mesure à aller reconstruire vraiment toute la surface de Fermi, même la structure tridimensionnelle. Donc les oscillations quantiques, ça sert à faire de la fermiologie, euh, à faire des comparaisons avec la structure de bande, à aller notamment aussi chercher donc c'est ce qu'on a fait récemment. Je ne vais pas vous en parler parce que ça demanderait tout un séminaire, mais en poussant les mesures à plus fort champ, on a pu aller voir des phénomènes de rupture magnétique, donc de passage typiquement d'un électron d'une orbite à une autre, là entre alpha et gamma. Et ça nous a permis d'aller mettre des chiffres sur le couplage spin-orbite. Mais l'autre chose qui peut être très intéressante avec les oscillations quantiques, c'est d'aller voir des transitions de phase induites par le champ magnétique ou par la température. Qui dit transition de phase en tout cas à vecteur d'onde fini, dit reconstruction de la surface de Fermi et dit donc changement du spectre d'oscillation. Et ça a été vu dans cette famille de composés. Donc c'est la même famille, c'est un ruthénate de strontium, mais pas la même, tout à fait la même formule. Donc c'est SR3R UO7. Et dans ce composé-là, en fait, il se trouve que les mesures de neutrons donc, ont mis en évidence une transition induite par le champ magnétique. Donc là, c'est un température champ magnétique. Autour de 8 Tesla, il y a un état onde de densité de speed. En fait, il y a deux phases avec des vecteurs d'onde de nesting différents qui sont induites par le champ magnétique. Et quand on fait des mesures d'oscillation quantique dans ce composé, donc autour de 8 Tesla, donc qui est ici, on voit déjà clairement à l'œil nu donc un changement du spectre des oscillations. Et c'est ce que je vous montre ici, là, sur ce diagramme. Donc ça, c'est la fréquence de Hasen-Alphen, donc la fréquence des oscillations quantiques en fonction du champ magnétique. Donc là, il y a une zone grisée autour de 8 Tesla où les oscillations disparaissent, c'est pile dans la transition. Et on voit que de part et d'autre de la transition, le spectre des oscillations est différent. Voilà pour la partie fermiologie. Donc, deuxième partie, je vais vous parler maintenant plus de transition induite par le champ magnétique. Qu'est-ce que peut faire le champ magnétique et qu'est-ce qu'on peut voir de nouveau avec le champ magnétique. Et avant de parler de UTE2, bien sûr, je vais parler de ces deux phases que vous connaissez déjà, je ne vais pas m'y attarder, qui est évidemment quand on pousse un système 2D au-delà de la limite quantique ou quand on s'en rapproche, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on observe ce qu'on appelle l'effet Hall quantique entier, qui se manifeste par des plateaux quantifiés de l'effet Hall avec des zéros de la résistance donc qui a donné lieu donc, à un prix Nobel en 85 et qui aujourd'hui est largement utilisé parce que en métrologie et notamment qui a donné lieu à une nouvelle définition de l'ohm puisque on a donc cette résistance universelle qui peut être maintenant directement mesurée dans des systèmes très propres qui montrent cet effet Hall quantique entier et 2D. Et quand on pousse encore plus les choses, donc là le I c'est typiquement le nombre de niveaux de Landau en dessous du niveau de Fermi, hein. Au fur et à mesure qu'on augmente le champ, on a de moins en moins de niveau de Landau. Et qu'est-ce qui se passe quand on a plus, quand le dernier niveau de Landau traverse le niveau de Fermi dans ces systèmes 2D? Bah, il y a l'effet Hall quantique fractionnaire qui a donné lieu, donc encore une fois, à un nouveau prix Nobel quelques années plus tard, qui donc a donné lieu donc à toute une physique que je vous avoue que je connais pas très bien, mais qui est autour donc de la statistique anionique. Donc là, on parle plus d'excitation fermionique, mais de statistique anionique d'anion, et qui pourrait avoir notamment
des, des applications dans l'ordinateur quantique topologique. Donc ces deux, et notamment aussi l'effet Hall quantique entier, donc a été aussi un peu la source d'inspiration pour tout ce qui est la topologie. Donc, d'un point de vue matériau quantique, moi je vais juste passer un petit peu de temps de transparence sur ce composé dont vous avez dû entendre parler, qui a été découvert il y a déjà de nombreuses années, mais dont la supraconductivité a été découverte tout récemment, en 2019, au Maryland, et a été répété, reproduit par le groupe et les groupes de Grenoble et au Japon par Daiichi. Donc il y a vraiment plusieurs groupes qui se sont mis sur cette thématique. Donc uranium tellure 2, et on pense, on n'en a pas encore les preuves formelles, mais en tout cas il y a beaucoup d'indications qui montrent que ça serait un supraconducteur triplé. Donc pourquoi? Donc le TC déjà est relativement bas, hein, c'est 1,5 keV. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ce composé est très proche d'une instabilité ferromagnétique. Donc, on pense que c'est l'appariement ferro et en spin triplé qui donne lieu à la supraconductivité dans ce composé. Et quand on mesure la RMN, plutôt donc le Knight shift de la RMN, plutôt que d'avoir donc une diminution du Knight shift comme on s'attend pour une suprasingulée, ben on voit que le Knight shift bouge très peu avec la température à la transition supra. Donc ça, c'est une première indication. La seconde indication, c'est que le champ magnétique critique dans ce composé, donc qui est fortement anisotrope, et dépasse très fortement de beaucoup ce qu'on appelle la limite de Pauli, qui donc dans un supra-singulé, le champ magnétique lié par l'effet Zeeman va avoir tendance à briser les paires. Donc typiquement, une limite vraiment basique au basique du champ critique, c'est qu'on a la limite de Pauli, c'est qu'on a deux fois à peu près, donc c'est G, le facteur G fois TC. Donc on devrait être autour de 3 Tesla pour ces composés. Et vous pouvez voir ici, donc ça c'est le champ critique mesuré donc en fonction de la température dans différentes orientations du champ magnétique par rapport aux axes cristallaux. Et on voit donc que dans les trois directions, cette limite de Pauli vraiment classique est violée. Mais en plus de ça, on peut voir que suivant l'axe B, le champ critique a une espèce donc de réentrance. Donc on le voit sur ces courbes de résistivité en fonction du champ magnétique, hein. Donc si je pars ici à 1,2 K et que je diminue la température, donc il y a un moment, on voit qu'il y a une réentrance de la supra à plus fort champ magnétique. Et ce qu'on voit ici, c'est une transition métamagnétique assez caractéristique des fermions lourds sous champ intense. En fait, des mesures de chaleur spécifiques à Grenoble ont montré que c'était certainement peut-être pas une réentrance, mais en fait la signature d'une deuxième phase supra induite par le champ magnétique, où donc là, les auteurs ont supposé que on partait d'un état triplé de spin, spin triplet à bas champ. Et quand on augmente le champ, donc quand on est dans cette phase-là, on aurait plutôt une phase spin singulée et la supra qui disparaît quand on retrouve l'état polarisé paramagnétique. Ce qui est encore plus étonnant dans ce système-là, ce qui a beaucoup aussi excité les gens, c'est que lorsque l'on tilte maintenant un petit peu le champ magnétique par rapport à l'axe B, donc tout ce que là, les courbes que je vous ai montrées ici, donc on est le champ magnétique dans la direction B, c'est-à-dire qu'on est ici. Donc là, on a la première phase supra, la deuxième ici, puis on rentre dans la phase polarisée avec la transition métamagnétique, donc il y a ici. Maintenant, quand on tilte le champ magnétique d'une vingtaine, une trentaine de degrés, ce qu'on voit apparaître ici, c'est une nouvelle poche de supra. On voit de la supra induite par le champ magnétique, une phase réentrante qui persiste jusqu'à des champs de 60 Tesla. Et là, donc, vous pouvez le voir, typiquement à cet angle de 23 degrés, donc la résistance devient finie, et puis tout d'un coup, donc, la phase supra réapparaît à très basse température. Donc l'origine de ce mécanisme n'est pas encore élucidée. Donc on parle de mécanisme de Lebesgue ou de mécanisme Jaccarino-Peter qui sont rencontrés dans les phases de Chevrel. Mais ça, c'est tout un domaine d'investigation qui est très, très à la mode et très couru en ce moment. Est-ce que vous avez des questions?
Alors, je passe à la troisième et la dernière partie, qui est donc utiliser le champ magnétique pour aller briser, détruire la phase supraconductrice pour aller étudier la supra. Mais en fait, j'espère que je vais vous convaincre qu'on arrive à avoir voilà, pas mal d'informations par rapport à la phase normale qui donne en fait naissance à la supraconductivité en ayant cette stratégie-là qu'on a beaucoup donc utilisée à Toulouse. Donc, je vais me focaliser sur les cuprates. Donc, je vais juste faire un petit transparent d'introduction. Je pense que vous connaissez tous ce diagramme de phase, donc température, dopage. Je vais me focaliser sur les cuprates dopés en trou. Donc, le composé parent ici à dopage nul est un isolant de Mott. Donc, ça veut dire que dans une vision calcul de structure de bande, ça devrait être un métal qui est demi-rempli. Mais en fait, à cause des interactions électron-électron très fortes, chaque électron reste sur un site et ne bouge plus. Et on a donc un isolant qu'on appelle de mode, avec un état fondamental magnétique qui est antiferromagnétique. Donc dès qu'on commence à doper cet isolant de Mott. Donc on voit apparaître la supra et beaucoup plus loin en dopage, on voit apparaître une phase aussi qu'on connaît bien, qui est un liquide de Fermi, où comme je vous le disais tout à l'heure, la surface de Fermi est relativement simple. Il y a une grande poche de trou qui est centrée ici en pipi et dont la densité de porteurs est donnée par 1 plus P. Donc le 1 vient du fait que le composé parent au départ est demi-rempli euh, dans cette image liquide de Fermi, et P est simplement le dopage. Et ça a été effectivement démontré et vu, et démontré expérimentalement, l'existence de cette grande poche de trou avec un plus P porteur, aussi bien par les oscillations quantiques que par l'ARPES, que par les féoles. Donc tout le mystère des OTC est vraiment entre ces deux phases-là, où ici en jaune, donc on a cette mystérieuse et fameuse phase pseudo-gap, où la surface de Fermi, plutôt que d'être une grande poche de trous, en fait, une partie de cette surface de Fermi s'effondre, disparaît et devient, vu en tout cas par Arpès, un arc, ce qu'on appelle un arc de Fermi. Alors, à savoir si c'est un arc ou si c'est juste le côté d'une poche de trou qu'on n'arrive pas à voir totalement en Arpès, ça reste une question ouverte du domaine. Mais en tout cas, la densité de porteurs de ce côté-là du diagramme de phase est égale à P et non pas un plus P à très fort dopage. Et dans cette phase-là, donc cette phase contient un tas d'autres instabilités électroniques qui sont très certainement en compétition soit avec le pseudo-gap, soit qui résultent du pseudo-gap ou qui sont en compétition avec la supra, donc les current loops, une phase nématique aussi, une phase onde de densité de spin et aussi une phase onde de densité de charge qui est maintenant omniprésente dans toutes les familles de cuprates. Et ici, dans cette phase, ce que j'ai appelé strange metal, donc métal étrange, en violet ici, donc elle est caractérisée notamment par une résistivité qui est linéaire en température. Je vous rappelle qu'à basse température, normalement, dans un liquide de Fermi, la résistivité doit être en T carré, et c'est ce qu'on observe d'ailleurs ici lorsqu'on est très surdopé. Mais dans cette phase étrange, on voit que la résistivité est linéaire en température et dans une très large gamme de températures. Hein. Le graphe est entre 700 Kelvin et 0 Kelvin, et vous voyez que la pente ne change pas avec la température. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je ne vais pas vous parler, évidemment, je n'ai pas du tout le temps de vous parler de tout ce qu'on a pu voir, découvrir et faire avec les champs magnétiques dans les cuprates, mais juste je vais choisir un des sujets rapidement, mais je vais vous parler brièvement de plusieurs choses. Donc d'abord, en découvrant les oscillations quantiques, et notamment dans IBACUO, dans la famille de composés la plus propre, en fait, cette découverte a vraiment trigué la découverte de l'ordre de charge dans cette famille très propre d'IBACUO, qu'on pensait au départ confiné à des systèmes de Stripe plus désordonnés.
Donc, découverte d'oscillation quantique, ça date de 2007, et la découverte de l'ordre de charge, c'est par mon collègue Marc-Henri Julien à Grenoble par des mesures de RMN sur fort champ magnétique intense. Et ce qui a permis donc l'identification, ça c'est le diagramme de phase qui est propre à IBACUO, hein, l'identification donc de petits dômes contenus à l'intérieur du pseudo-gap d'ordre de charge, donc où on voit plus l'ordre de charge comme une instabilité du pseudo-gap. Les champs magnétiques intenses nous ont aussi permis d'aller faire des mesures d'effet Hall jusqu'à très basse, jusqu'à basse température en fonction du dopage. Et là, ce que je vous montre ici, c'est un diagramme de phase qui est le nombre de Hall, donc l'inverse de la résistance de Hall mesurée sous champ magnétique. Donc en supposant qu'on a une seule poche, donc on a un seul type de porteur, converti en nombre de porteurs par plan cuivre-oxygène en fonction du dopage. Donc là, le nombre de halls, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on retrouve bien que l'on a 1 plus P à très fort dopage. Mais dès qu'on passe le point critique qu'on attribue à la fin du pseudo-gap, qu'on appelle P star, dès qu'on passe P star, en fait, on voit que la chute, que le nombre de porteurs chute dramatiquement euh, en dessous de P star et rejoint la ligne P. Alors, la zone grisée ici correspond typiquement à cette phase onde de densité de charge où on voit un effet Hall en fait négatif et une reconstruction avec en termes de poche d'électrons. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais typiquement, on a réussi donc à attribuer et à dire que le pseudo-cap correspond à un changement donc de la densité de porteur. Et se pose la question, donc, quelle est la surface de Fermi dans dans cette phase pseudo-gap? On a des oscillations quantiques dans la phase onde de charge, mais pas à côté, parce que pas suffisamment de champ aujourd'hui. Donc, ça a aussi permis de montrer dans une autre famille de composés comme LSCO, donc ça, c'est mes collègues de Grenoble, Marc-Henri Julien et David Leboeuf, qui par des mesures de RMN et de ultrasons, ont montré qu'il y avait une phase de phase, excusez-moi, antiferromagnétique euh, vitreuse, qui était bien connu et détecté à zéro champ et à bas champ, du côté sous-dopé à bas dopage. Et ils ont montré qu'en en fait, cette phase antiferromagnétique persistait aussi jusqu'à P star dans cette famille de composés, mais pas au-delà. Et on est en train de travailler à l'universalité de l'existence de cette phase. Alors bien sûr, c'est un phénomène basse température, c'est contenu dans la phase pseudo-gap, mais ça reste qu'il y a une phase magnétique inclue dans la phase pseudo-gap. Et ce dont je voudrais rapidement vous parler en 5-10 minutes qui me restent, c'est plus un sujet qui est très voilà, à la mode en ce moment, qui est ce qu'on appelle la dissipation planckienne. Donc là, je vais rentrer donc dans la phase métal étrange dont j'ai parlé tout à l'heure, résistivité linéaire, avec un coefficient qui est donné par la température. Alors, tout a commencé par des mesures d'un collègue, Nigel Hussey, qui est venu dans mon laboratoire à Toulouse et qui s'est posé cette question de savoir qu'est-ce qui se passe à la résistivité du côté surdopé. Donc, quand on rentre, donc typiquement, on sait qu'ici, on a un liquide de Fermi du côté très surdopé, on sait que la résistivité était carrée. Qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans la phase supra? À basse température. Donc, en utilisant donc le champ magnétique pour détruire la supra. Et donc ici, je vous montre donc quelques courbes de résistivité en fonction de la température à différents dopages, donc, typiquement entre 17% et 33%, où là, les mesures ont été étendues jusqu'à basse température pour détruire la supra. Et ce joli graphe et pied rouge est un diagramme de phase température-dopage où typiquement on trace l'exposant de résistivité, de la dépendance en température de la résistivité. Rouge voulant dire 1. Et là, vous voyez donc on a une large gamme de température et de dopage où on a une résistivité qui est linéaire avec la température. Et de plus, de façon encore plus surprenante, le coefficient donc, que j'ai appelé ici A1, qui est devant donc, le préfacteur de la dépendance en température de la résistivité, augmente au fur et à mesure que l'on sous-dope le système, c'est-à-dire que le TC augmente dans le système. Donc,
en collaboration donc avec l'équipe de Louis Taillefer et l'équipe de Hélène Raffi, qui nous a fourni des films de Bismuth de 212, on a fait une étude similaire donc sur ces films minces, du côté surdopé. Et on a vu effectivement qu'en détruisant la supra, la résistivité continuait à être linéaire en température jusqu'à basse température, jusqu'à où on pouvait détruire la supra. Et avec un coefficient de la résistivité qui est très similaire au coefficient mesuré dans une autre famille de cuprates, mais à un dopage identique. Donc il y a quand même quelque part une certaine universalité dans ce phénomène. Donc on a dans ce papier-là collectionné un petit peu tout ce qui existait dans la littérature, donc dans LSCO, dans Néodyme LSCO, du côté aussi surdopé, et on a été regarder, donc simplement analyser un petit peu la pente de la résistivité. Et on s'est basé sur une idée donc lancée par Jan Zanen et puis par le groupe de Andy Mackenzie, qui propose que la résistivité est ce qu'on appelle Planckian, donc où le coefficient, donc le taux de diffusion est donné par KBT. Donc maintenant, en reprenant la formule de Drude, en se mettant à 2D, le coefficient alpha est simplement un coefficient de proportionnalité qu'on va aller évaluer. Et en prenant la formule de Drude et en supposant donc on a cette forme-là de la résistivité avec cette forme-là du taux de diffusion, on arrive simplement à écrire que le coefficient A1, donc renormalisé pour pouvoir comparer par le nombre de plans cuivre-oxygène pour pouvoir comparer différentes familles de cuprates, est donné par cette expression qui est simplement en fait donnée par le rapport de la masse effective sur la densité de porteurs. Donc c'est très simple, si on connaissait de quantité, d'aller estimer la pente et de la comparer à celle qu'on mesure expérimentalement. Et c'est ce qu'on a fait. Donc dans toutes les familles de cuprates que je vous ai montré avant, hein, et qu'on a pris de la littérature. Et ce qu'on voit, donc quand on compare donc la pente mesurée expérimentalement à celle que l'on estime à l'aide de cette formule-là, donc évidemment ça demande comment est-ce qu'on estime M, comment est-ce qu'on estime la densité de porteur, mais le plus compliqué d'estimer la masse effective. Mais on voit que la plupart des données qu'on a collectées suivent cette ligne qui est donnée par la dissipation planckienne. Cette dissipation planckienne, donc en fait, elle peut être vue comme le taux de diffusion maximum qui est permis par la mécanique quantique. Et on voit que ben, ça s'applique pour les cuprates dopées aux trous, les cuprates dopées aux électrons. Là, il y a aussi donc un organique et ça a l'air d'être quelque chose d'assez universel et indépendant du mécanisme de diffusion. Et là, bon, bah, évidemment, ça excite beaucoup les gens parce que bah, là, on pense à la théorie BCS, l'électron-phonon, où la résistivité donc, qui donne de la diffusion électron-phonon est aussi voilà, à l'origine du pairing, de l'appariement entre les électrons pour donner lieu à la supra. Et on se demande si ce phénomène de résistivité linéaire ne serait pas aussi à l'origine de la supraconductivité dans ces matériaux quantiques et ces supraconducteurs non conventionnels. Je pense que je vais passer ça. C'était simplement donc cette dissipation Planckienne, elle a été vue par un autre type de manip récemment, mais peut-être que Gaël Grisonnant, je vais nous en parler, des mesures de dépendance angulaire de la magnétorésistance, où ils arrivent typiquement donc à la même conclusion, qu'il y a un temps de diffusion inélastique qui est linéaire en température et dont la pente est donnée aux erreurs expérimentales près, donc par la diffusion de Planck. Donc ça, c'est une mesure qui est complètement indépendante et qui montre les mêmes conclusions. Et voilà, ça, je vais passer aussi dans cette phase métal étrange. Il y a aussi une magnétorésistance étrange qu'on a du mal à comprendre, qui n'est pas du tout B carré, et sur laquelle il y a toute une effervescence et toute une étude, et notamment par le groupe de Nigel Hussey récemment. Donc, pour finir, donc ça, c'est les questions ouvertes par rapport au métal étrange. Donc j'ai utilisé la formule de Drude, évidemment, c'est assez naïf, mais en plus, ça suppose que M et T sont dépendants, M star et N sont indépendants de la température. Donc ce métal étrange, il y a plusieurs visions des choses, plusieurs théories qui sont
je dirais, sur le marché en ce moment, à la fois autour d'une description en termes de quasi-particules avec un scattering inélastique et une normalisation de la masse, ou alors donc des modèles plus sophistiqués qui supposent que eh ben non, c'est du transport où il n'y a pas de quasi-particules. Et il y a toute une classe de modèles donc qui se dit SHDF, IKF, qui semble montrer donc l'universalité de la résistivité linéaire. Mais voilà, on peut se demander si c'est réalistique, si ce modèle est réalistique pour les métaux étranges. Donc les perspectives qu'on a, en tout cas à Toulouse, dans mon groupe, c'est d'aller sonder maintenant ce qui nous reste à sonder, c'est-à-dire quelle est la surface de Fermi dans le pseudo-GAPS. On a juste des mesures d'ARPES à haute température qui nous montrent des arcs de Fermi. Euh, les mesures, je ne vais pas dire qu'elles sont controversées, mais en tout cas, il y a des théories qui semblent montrer que ça pourrait aussi être une poche dont l'ARPES ne verrait pas la deuxième partie. Donc, une façon de montrer ça, de mettre en évidence des poches, ça serait d'aller voir des oscillations quantiques. Mais pour aller voir des oscillations quantiques, et ben vous voyez, là, j'ai en dessous du diagramme de phase température euh, dopage, j'ai mis le diagramme de phase champ critique dopage pour Ibacuo. Et vous voyez que dans la zone qui nous intéresse le plus, le champ critique est estimé à 150 Tesla. Donc on n'est pas encore prêt de faire des champs pulsés à 150 Tesla. Et là, on est obligé d'utiliser une installation qui fonctionne à Toulouse, qui est opérationnelle, qu'on appelle Megagos, c'est semi-explosif. C'est-à-dire que la bobine explose à chaque tir, mais pas l'échantillon, pas le cryostat. Le prix à payer, ça, c'est tout dans cette idée de décharger le plus rapidement possible une grosse quantité de courant dans un anneau de cuivre et si rapidement que la bobine le champ a le temps de monter, vous voyez, a le temps de descendre, se déforme, devient plasma, explose. Mais en fait, on a une montée, une descente et une remontée de mesure. Par contre, vous voyez les temps, c'est en microsecondes, hein. Tout à l'heure, c'était des dizaines, voire des centaines de millisecondes. Donc, on a quelques microsecondes pour faire la mesure. Et je peux vous dire, voilà, qu'on y travaille dur et qu'on a réussi à avoir des premiers résultats. Alors, pas dans les cuprates, on n'est pas encore là, mais en tout cas, on a développé une mesure de transport en collaboration avec le groupe de Bertrand Rollet, dans le domaine du gigahertz. Et on a réussi à observer des oscillations quantiques là tout récemment. Donc, mais on se bat dur. Mais c'est la clé, je pense, pour aller faire une nouvelle découverte. Voilà, et pour finir, je voulais simplement dire que, bon, j'ai parlé un peu de ce que je connaissais, mais que les champs magnétiques sont aussi importants pour un tas d'autres domaines, dont les isolants topologiques, les hétérostructures, Van der Waals, tout ce qui est limite quantique dans les systèmes 3D, les aimants quantiques, j'aurais pu parler un peu, tout ce qui est fait magnétochiralité. Donc, il y a beaucoup de publications dans ces domaines-là. Avec ça, je vous montre donc toute ma liste de collaborateurs avec qui j'ai travaillé ces dernières années. Et je vous remercie pour votre attention. C'est super très intéressant. Alors, c'est des questions dans la salle. Alors, oui, Hélène. Oui, non, cet effet-là de supra champ très fort. Mhm. Ce qui m'a, j'avais loupé cette histoire qu'il y avait un angle qu'il fallait effectivement tourner le champ par rapport à un axe principal du cristal. Mais j'imagine que ça existe dans un certain domaine d'angle. Enfin, c'est pas pour un angle unique. Là, ça m'a paru un peu mystérieux, mais c'était allé très vite là. Oui, je suis allé très vite. Ouais, je suis d'accord. Ouais. L'idée, c'est que j'ai essayé, encore une fois, je l'ai dit au Parce début, que c'est pas un axe cristallin du coup. Non, donc voilà, tu l'as là. Donc là, c'est un diagramme de phase, champ magnétique, angle. Mhm. Donc ça, c'est l'axe B. Ouais. L'axe C est par là, l'axe A est par là, et tu vois que cette poche de supra, tu la vois dans une gamme d'angles, Mais entre entre 20, entre typiquement 25 et 40 degrés. mais dans quel plan en fait? Du coup, je suis Il y a perdue. plus, il y a pas de plan, c'est pas un axe cristallo. C'est à 30, autour de 30 degrés de l'axe B.
Et donc, c'est entre B, il y a C'est entre B B et C. et C. Ouais, c'est Ouais, ça. d'accord. Ouais. Mais si tu mets B tout seul ou C tout seul, tu vois rien. Alors B, il y a quand même cette réentrance dans B. Ouais, ouais, d'accord, oui, B. Mais là, B, effectivement, c'est voilà. cette poche qui correspond Ouais, à cet angle et on ouais, ne sait pas ce que c'est. c'est ça, c'est ça. Vraiment, voilà, jusqu'à 60, et tout ça, ça arrive toujours souvent. Oui, bah on est ici. En fait, les gens, tu as vu les températures? Les gens, pour descendre à si basse température, en fait, ils sont obligés d'utiliser des cryostats avec des gros trous et donc des bobines qui pour l'instant, aujourd'hui, font pas plus que 60 Tesla. Mais ça va venir. Ça va venir. Là, Il y a une autre complication dans ce système, c'est que c'est extrêmement propre. La résistivité est très faible. Et pour voilà, aller faire des mesures de sous-champ pulsé avec une très bonne résolution sur des systèmes qui font de l'ordre de moins que le micron centimètre, c'est vraiment compliqué. Donc il y a des techniques de fibre et tout ça qui sont en cours. Ça, c'est vraiment, il y a eu encore trois, quatre gros papiers qui sont sortis l'année dernière sur cette phase fort champ. C'est vraiment encore un domaine d'activité. Moi, j'ai essayé de lire un petit peu plus en détail. Je connaissais un peu le domaine de loin mais avant de vous en parler, mais ça reste un domaine très, très ouvert et où il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Je vois que tu as le micro, Marco. Ouais. Oui, Cyril, je vais le garder. Non, Cyril, si tu pouvais revenir sur la dissipation planckienne, qui est effectivement quelque chose de très, très original. Est-ce que les mesures de spectroscopie dans le pic de cohérence donnent une dépendance, une largeur qui dépend linéairement de la température? Oui, dans la gamme, dans la phase métal étrange, ici, là, oui, Oui. des mesures d'ARPES montrent exactement ce que tu me demandes. Mhm. Et les mesures d'optique voilà, montrent aussi une espèce de scaling. Ouais, alors c'est pas tout à fait oméga, mais alors oméga, il le voit sur d'autres mesures, donc là je veux pas dire de bêtises, mais il y a un scaling qui est en deux tiers en optique. Euh, et ça, voilà, il y a plusieurs mesures qui vont tout dans le même sens. Alors on peut pas parler de vraiment de criticalité quantique, parce que là, comme on le voit sur ce diagramme de phase, là, j'ai appelé le pied, on voit que c'est étalé sur une gamme de dopage étendue, alors qu'on s'attendrait à ce que ce soit un cône dans un point quantique critique. Donc ça, c'est vraiment encore l'objet aussi là, de théories très récentes qui essayent de comprendre cet effet. Et voilà, on n'est pas encore arrivé, mais ça progresse de ce que je comprends de la théorie. Et en quoi ça, ça soit linéaire en température, la résistivité? Enfin, plus la température, plus la son. Et on prend un métal standard vers l'ambiante, linéaire en température, c'est ce que je mesure. À haute température, oui. Typiquement jusqu'à peu près deux tiers de la température de Dubaï, oui. D'accord? Mais vous montez à 700 degrés, c'est Non, pas basse température. alors attention. Donc, ce qu'on appelle métal étrange, oui, je vais revenir, je suis encore allé vite. Ce qu'on appelle métal étrange, c'est la résistivité linéaire observée jusqu'à très basse température. Et quand je parle de très basse température, c'est que par exemple, dans les dopés aux électrons, on arrive jusqu'à 50 millikelvin. La résistivité reste linéaire jusqu'à 50 millikelvin. Donc là, l'électron-phonon, j'y crois, enfin, moi personnellement, j'y crois pas trop. D'accord, c'est L'autre, jusqu'à basse température, c'est c'est ça qui gêne. jusqu'à basse D'accord, ok. température. Ce qui se passe, donc ce que j'ai voulu montrer ici, donc, euh, c'est que cette résistivité, ce que j'ai voulu essayer de dire, c'est qu'elle est linéaire jusqu'à très haute température, et là je suis d'accord, il peut y avoir des phonons, sauf qu'on s'attendrait à avoir une rupture de pente. Si c'était un phénomène phononique et un phénomène purement électronique ici, alors que là, la pente ne change pas en fonction de la température. C'est aussi ça qui est assez étonnant, ce qu'on observe. C'est la basse. Oui, une question plutôt technique. Bon, tu nous as montré que les OTC, ils avaient un champ critique très élevé. Et du coup, est-ce qu'on pense à utiliser les OTC pour faire des champs intenses? Très bonne question.
Il y a un projet qui s'appelle Super EMFL, porté par des ingénieurs de recherche au laboratoire pour exactement faire ça. Donc toute l'idée à Grenoble, évidemment, pour faire des champs statiques, on a besoin de mettre beaucoup d'énergie. Il y a une consommation électrique qui est énorme, qui a posé d'ailleurs beaucoup de problèmes au moment de la guerre avec l'Ukraine au début, quand les prix ont flambé. Et donc là, ce point de recherche qui commençait, qui existait déjà avant, a été vraiment boosté. Et il y a toute une recherche pour aller faire des bobines Supra qui vont dépasser 35 Tesla. Donc il y a des prototypes. Mais aujourd'hui, on ne sait pas encore faire de bobines, en tout cas pour les utilisateurs, avec les OTC. Mais c'est un point de recherche, tout à fait. Tu pourrais aussi faire une hybride inversée, c'est-à-dire avoir la bobine supra à l'intérieur de la bobine résistive Ouais. et les additionner. Sauf que dans les gammes de champ, de température et de courant que tu les utilises, c'est difficile de monter en fait typiquement au-dessus de 30 Tesla. Donc en fait, le problème est le même. Il faut regarder il faut regarder le diagramme de phase champ, température et courant, et pour voir que en fait, pour l'instant, c'est un peu un challenge de monter au-dessus de 35. Donc, moi, quand je suis en train de parler de bobine Supra OTC, c'est vraiment purement OTC, c'est-à-dire il n'y a plus du tout de résistif. Et, euh, et aujourd'hui, les prototypes, c'est 35 Tesla, typiquement. Mais oui, ça permettrait de faire énormément d'économies d'énergie. Alors, ça permettrait pas de sweeper le champ facilement, mais là, il faudrait venir à Toulouse. Mais en tout cas, ça permettrait de faire des belles mesures à RMN, notamment, euh, à champ constant, sans gaspiller trop d'énergie. Je n'ai pas parlé de votre domaine, Philippe, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste. Mais c'est sûr qu'en ce moment, j'ai failli le faire et j'ai pas eu le temps. Je voulais faire une slide. Mais il y a tout un engouement par rapport à RUCL3 sous fort champ magnétique, où il y a des prédictions qui tendent à montrer qu'il y aurait peut-être phase liquide de spin en mettant le champ parallèle au champ, pardon, le champ parallèle au plan. Des mesures qu'on a essayé de faire avec Jeffrey, notamment à Toulouse. Et c'est des mesures qui sont très très dures parce que les échantillons sont très fragiles et ont tendance à vouloir s'aligner, hein. Mais c'est sûr qu'il y a aussi tout un pan de recherche par rapport au liquide de spin où le champ pourrait induire euh, une phase liquide de spin dans ces composés. J'en profite que tu poses une question pour rebondir sur ce domaine. Merci. Merci beaucoup. Stop. Stop. Ça doit être bon. Après, c'est bon, tu stops. Ah ouais. T'as essayé de stopper, il est bloqué là? Si ça va aller quand tu vas le stopper, le fermer.